Quels sont pour vous les secteurs d'avenir sur lesquels il faudrait mettre l'accent? À notre avis, il est évident que toutes les questions liées à la biodiversité, à la valorisation de nos écosystèmes, à la transition énergétique, bref, à la transition écologique, étant entendu qu'il faut aussi penser la question des inégalités, inégalités entre les femmes, les hommes, inégalités entre les personnes, inégalités entre les territoires. Ça nous paraît être fondamental, c'est-à-dire un mode de développement basé sur nos ressources naturelles, et puis basé aussi sur les valeurs humaines, les valeurs de solidarité, les valeurs de fraternité, de partage. Je crois que tout ça est important et c'est ça en fait les clés d'un avenir parce que il faut absolument sortir de cette logique, je veux dire, mortifère, celle qui nous tue à petit feu, qui est celle de la compétition à tout va, celle de l'absorption de la dynamique du capitalisme globalisé. Et déjà, de nous donner les moyens de nous protéger en tant que peuple, parce que nous affirmons que nous sommes un peuple, que nous avons droit à exister en tant que peuple. Et pour ça, il faut absolument s'appuyer sur nos ressources, déjà les femmes, les hommes qui constituent notre peuple, et puis sur les ressources que nous offre ce pays formidable. Et c'est la clé de l'avenir, c'est effectivement la transition écologique, c'est la valorisation de la biodiversité qui est hyper riche, la valorisation de notre espace maritime. Vous imaginez que la Martinique est plus grande que la Suisse, puisque la Suisse c'est 42 000 mètres carrés contre 48 000 pour nous avec notre espace maritime. Il est vrai que notre espace terrestre est limité à 1100 km² à peu près, mais avec l'espace maritime, c'est 48 000 km². Donc je pense que c'est fondamental. La mer, la biodiversité, les écosystèmes et la valeur, ce qui fonde les valeurs humaines, de partage, de solidarité. Quelles sont les grandes lignes de votre projet économique? Alors, les grandes lignes de notre projet économique, c'est avant tout la priorité aux entreprises martiniquaises, notamment les petites et les moyennes entreprises martiniquaises. C'est d'ailleurs l'essentiel de ce qui constitue le tissu économique de la Martinique. Ça, nous sommes clairs dessus. Nous disons que effectivement, nous sommes un peuple et qu'il faut absolument donner à nos entreprises les moyens de résister à cette logique de la globalisation néolibérale. Et pour ça, il faut faire des choix clairs. C'est vrai que l'article 74 nous aurait permis d'être un peu plus efficace en la matière parce que nous aurions pu maîtriser tous les leviers en matière de fiscalité, de politique douanière, mais ça n'est pas le cas. On est dans le cadre de l'article 73, nous sommes absolument réalistes, mais nous disons qu'il y a encore quelques leviers. C'est par exemple les marchés publics, dans les marchés publics, les systèmes d'allotissement, les clauses environnementales, par exemple sur la question du bilan carbone, parce qu'une entreprise, est évident qu'une entreprise, on peut donner la priorité aux entreprises qui ont un bilan carbone le plus faible possible, parce que toutes celles qui vont faire venir des cadres, des matériels de l'extérieur, seront pénalisées par rapport aux entreprises justement qui sont véritablement martiniquaises. Et puis il y a aussi donc bon, mais cela suppose aussi sur le plan économique, donc on a parlé des marchés publics. On peut parler aussi bien sûr des aides aux entreprises, de l'accompagnement des entreprises, et puis aussi la nécessité que ces entreprises mutualisent leurs moyens. Il faut sortir justement d'une logique économique qui est celle de l'économie de comptoir. On l'a vu avec le fait que nous importons presque tout vers l'Europe et la France et nous exportons tout, nous importons beaucoup trop de produits au détriment de notre appareil productif local. Donc économie de comptoir d'un côté, mais c'est économie de la prédation. L'économie de la prédation, c'est-à-dire qu'il faut racheter, couper, décaler un cas, décaler l'autre, celle de la compétition à tout va. On ne dit pas qu'il ne faut pas de la compétition, on est en économie libérale, mais il faut quand même un minimum de mutualisation et de coopération. Donc nous préférons l'économie de coopération à l'économie de la prédation, l'économie de la mutualisation, l'économie de la prédation et au développement endogène de notre économie à l'économie de comptoir. Voilà les clés, si vous voulez, de notre proposition en matière économique. Comment relancer le tourisme en Martinique? Alors le tourisme, je crois qu'il faut sortir justement de la logique du tourisme avec les grands complexes hôteliers qui là aussi sont très onéreux sur le plan de l'empreinte écologique.
C'est pour ça qu'il faut revenir à une forme de tourisme basée sur notre capital naturel, notre patrimoine naturel, donc ce qu'on appelle l'écotourisme, revenir à un tourisme patrimonial qui s'adosse, qui s'appuie sur des structures plus intégrées, mais avec une haute qualité de service. Pour ce faire, vous savez, il faut cibler une clientèle qui aujourd'hui est une clientèle porteuse, d'après toutes les études sociologiques, c'est celle qu'on appelle le public, en fait, des créatifs culturels. Alors bon, ça s'apparente beaucoup à ce qu'on a pour habitude d'appeler le bourreau parisien, c'est-à-dire les classes moyennes supérieures, mais de gens qui en même temps ont des valeurs, c'est-à-dire qui n'iront pas dans un pays où on exploite des enfants, qui n'iront pas dans un pays où on méprise les travailleurs, on ne respecte pas les droits sociaux, des pays où on ne respecte pas minimum de règles en matière de protection de l'environnement. Ils iront plutôt dans des pays où on valorise tous ces éléments-là. Et je crois qu'il est une évidence, c'est qu'on ne pourra pas être compétitif par rapport à des pays comme Saint-Domingue et d'autres pays de la Caraïbe, parce qu'eux, ils pratiquent le dumping social et environnemental. Il faut refuser en matière de développement touristique toute forme de dumping social et environnemental, c'est-à-dire absolument baisser le coût du travail, baisser, parce que chaque fois qu'on parle de baisser, d'abord il y a les systèmes d'exonération, mais en même temps ça peut être baisser les revenus des travailleurs antiqués, c'est pas ce que nous souhaitons. Et nous pensons qu'il y a place pour un autre tourisme qui ménage, qui valorise justement la ressource humaine, qui valorise le patrimoine naturel, qui valorise le patrimoine immatériel culturel, qui valorise le patrimoine matériel culturel. Et c'est sur ces éléments-là que nous devons nous appuyer pour faire un développement touristique durable. La France est numéro 1 sur la planète en tourisme. Or, elle a des prix beaucoup plus élevés que beaucoup de pays. Eh bien justement, parce que la France a su mettre un tourisme basé sur son patrimoine culturel, à travers Paris, sur son patrimoine gastronomique, sur ses vins, etc. Il y a une approche qualitative, je pense, du tourisme, même s'il y a une forme de tourisme de masse. Mais la Martinique, je crois, dans un contexte international que nous connaissons, dans le contexte caribéen que nous connaissons, a une voie royale en matière de tourisme, c'est valoriser les potentialités que recèle le bijou qui est le pays Martinique à travers son patrimoine naturel, à travers son histoire, à travers son patrimoine aussi humain. Je donne la possibilité de mieux développer. La question est comment mieux vendre notre pays à l'international. Alors je crois que déjà il faut rendre attractive notre image. Et justement ce que j'évoquais tout à l'heure concernant la forme de tourisme basée sur notre patrimoine naturel, sur notre patrimoine culturel, ça me paraît important. Et puis il faut faire des efforts. Quand nous disons par exemple qu'il faut absolument mettre en place des filières zéro chlordécone, on sait à quel point justement cette histoire de chlordécone nous avait fait du mal au niveau international s'agissant de notre image. Eh bien, mettre l'accent justement sur le fait que nous respectons l'environnement, que nous valorisons les écosystèmes, ça fait que, et que nous bâtissons une stratégie sur tout ce qu'on a de richesse naturelle, avec une approche respectueuse de l'environnement, comme on dit, de ménagement. Ça peut renforcer notre image à l'international et ça peut renforcer notre attractivité, non seulement s'agissant de la politique touristique, mais aussi bien évidemment s'agissant des produits qu'on pourrait vendre à l'extérieur. Si vous garantissez au consommateur à l'international qu'il pourra consommer un produit sain, dans un contexte où justement se développent les pathologies liées à l'alimentation, à la malbouffe comme on dit, eh bien je crois qu'on peut marquer des points au niveau de notre image et de notre attractivité. Quel constat faites-vous du bilan de Serge Letchimy à la tête de la région ? C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Alors bien sûr, il y a des choses intéressantes, des approches quelquefois intéressantes, il y a une tentative un petit peu de développer une stratégie s'agissant des énergies renouvelables, mais à côté de ça, je constate qu'il y a une sorte de novlangue qui n'est pas, avec beaucoup d'effets d'annonce, mais qui n'est pas toujours suivi d'effets concrets en matière de mise en œuvre des politiques publiques. Et puis, bon, il y a un côté aussi... oui, sur le plan financier, je trouve que c'est une gestion qui manque de rigueur. Et je crois qu'il faut pouvoir concilier les deux. Une démarche offensive en matière innovante, parce que là aussi, bon, il faut innover sur le plan économique, il faut sortir des sentiers battus. Si on reste dans les sentiers battus, si on s'arc-boute à ce qu'on appelle les secteurs historiques, on ne s'en sortira pas. Ce qui fera la force de notre pays, eh bien, c'est l'innovation. Bien sûr, il faut une transition, on ne va pas lâcher
les secteurs comme le secteur d'exportation de produits agricoles, comme ça du jour au lendemain, mais il faut sortir par exemple du tout banane pour aller vers une économie plus diversifiée et puis en même temps s'appuyer sur l'innovation, mais ça n'empêche une certaine rigueur dans la gestion financière, parce que nous sommes des écologistes aussi, je le suis, et je crois que pour les générations qui viennent, on doit laisser des investissements réels sur l'avenir. Ce n'est pas seulement des infrastructures d'ailleurs, hein, mais ça peut être aussi des politiques de ménagement de nos ressources naturelles. Et en même temps, il faut ménager aussi la ressource financière pour ne pas laisser trop de dettes aux générations qui viennent. Vous avez été pendant longtemps allié d'Alfred Marie-Jeanne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie? Fondamentalement, nous émergeons dans un contexte où ce qui prime, c'est la citoyenneté. Alors, sans vouloir faire de l'intellectualisme, mais le pape François qui nous dit qu'aujourd'hui, parce que les élites sont incapables, parce qu'elles sont omnibulées par les questions de pouvoir, de place, elles ne sont pas capables de régler les grands problèmes de l'humanité. Il y a d'autres gens, comme des gens comme Kerabi, qui parle de génie créateur de la société civile, ou des gens comme Noël Mamère qui dit qu'il faut que la plèbe, c'est-à-dire le peuple, se transforme en tiers état pour porter les revendications et les solutions nécessaires au règlement des grands problèmes de l'humanité. Ici, avec notre déclinaison martiniquaise, nous disons la même chose. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de guéguerre bipolaire entre deux pôles, et puis avec s'appuyant sur l'idée qu'il y a un homme providentiel, qu'il y a une sorte de légitimité charismatique. Nous respectons tout le monde, mais nous disons par contre qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la citoyenneté qui a sonné, c'est l'heure de la démocratie participative, c'est l'heure de la participation citoyenne, et il faut avoir une autre relation dans la dynamique politique, il faut avoir une autre relation entre les représentants et le peuple, entre les dirigeants et la base. C'est tout ça qui change. Et nous disons qu'à l'instar d'ailleurs de Syriza en Grèce ou de Podemos en Espagne, nous avons pris ce courant d'une volonté de citoyenneté, d'une volonté de démocratie, d'une volonté de participation. Nous vivons une époque complètement nouvelle, différente de celle qui a été les époques passées. C'est pour ça que nous nous positionnons clairement sur les bases qui sont les nôtres et qui fait qu'aujourd'hui on a compris que bon, on n'était pas toujours dans la même, on ne pouvait pas partager, enfin, on n'était pas dans la même logique pour le mime et d'autres. Oui, mais on est là-dedans. Vous avez la même idéologie, mais qu'est-ce qui vous différencie sur un plan économique, culturel, dans le développement de la Martinique? Vous voulez quand même côtoyer, vous savez si vous ressemblez ou pas? Non, mais je dis déjà sur la question des modalités démocratiques de participation, plus de place aux citoyens, plus de place à la démocratie participative, je ne crois pas qu'ils soient dans la même dynamique. Il n'y a qu'à voir dans la structuration de leur positionnement aux élections et la nôtre c'est un rassemblement de citoyens. D'un côté, vous avez un cartel d'organisation, une coalition d'organisation, mais chez nous, c'est pas ça. Chez nous, c'est le rassemblement de femmes et d'hommes, de Martiniquaises et de Martiniquais, à partir d'un socle de valeurs et pour élaborer un projet alternatif. Après, je ne suis pas sûr qu'ils sont totalement en rupture avec, par exemple, les valeurs néolibérales complètement. Bon, il y a une démarcation, mais elle est trop timide. Il faut aller encore plus loin. Et puis la nécessité d'affirmer que pour lutter contre la mondialisation néolibérale, qu'il faut absolument poser la question du peuple martiniquais. Je n'entends pas parler de ça. Vous savez que la Constitution nous a transformés en population, nous a fait passer de peuple à population. Nous voulons justement, ce serait bien qu'on nous redonne, qu'on nous restitue cette qualité de peuple. Et à partir de cette idée que nous sommes un peuple, il faut absolument mettre en place une stratégie économique pour garantir des bases matérielles de développement de ce peuple. Parce que si, vous savez, nous avons des milliers de jeunes qui partent chaque année, nous avons un chômage qui s'accroît, nous avons des valeurs qui se perdent à travers la violence, etc., du décrochage scolaire sur la question de l'éducation, une perte de notre identité, parce qu'il faut, tout en étant ouvert au monde, il faut un ancrage identitaire pour mieux s'ouvrir au monde. On ne sent pas la volonté de un nombre de courants de porter tous ces éléments-là. Et au contraire, au lieu d'être offensif sur ces questions-là, notamment par rapport à l'État français, on s'enferme dans ce que Fanon appelait la violence circulaire qui s'exprime dans l'espace politique où on est décalé que l'autre. Nous avons fait cancan, nous avons fait histoire, au lieu justement nous dit on affiche des convictions, on anime le débat politique, le peuple fait son choix, mais nous devons savoir faire peuple lorsqu'il faut faire peuple, ça me paraît fondamental.
Sur quel point aimeriez-vous discuter avec le gouvernement pour la Martinique? Alors, nous disons que nous, à nos peuples-là, nous sommes une dynamique qui marche sur ces deux pieds. Le premier pied, c'est l'intervention de nos élus au sein de l'institution collectivité territoriale de Martinique, de manière à actionner un certain nombre de leviers. Ça, c'est le premier pied. On l'a vu en mettant un système de marché profitable aux entreprises, en accompagnant les entreprises, en développant l'éducation, la culture avec tous les moyens que nous avons, en développant l'action sociale, en s'attachant à renforcer le lien social au sein de la société martiniquaise. Ça, c'est le premier pied. Et le deuxième pied, c'est effectivement une mobilisation qui s'appuie sur la société dite civile, c'est-à-dire les syndicalistes, les responsables d'associations, les chefs d'entreprise, les responsables du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et puis, il faudra effectivement demander à l'État français de réparer, parce qu'il y a eu, sur certains domaines en tout cas, une certaine incurie. Je vais prendre le cas du transport. Avant que le transport de personnes soit transmis à la collectivité au moment de la décentralisation, c'était l'État qui était responsable. Et c'est nos chauffeurs de taxicos, etc., nos petits entrepreneurs des taxis collectifs qui ont mis en place, on peut dire ce qu'on le veut, le système de transport, mais ils ont eu le mérite de mettre quelque chose en place alors que rien n'existait. Ils l'ont fait parce qu'il y avait une certaine incurie de l'État. Donc, par exemple, il n'est pas normal que ce soit les collectivités martiniquaises seulement qui payent, je veux dire, qui indemnisent nos taxicos pour favoriser la modernisation de notre système de transport collectif. Il faudrait que l'État mette la main à la poche. Il faudrait que, le délégataire aussi bénéficiant de la délégation de service public au niveau du TCSP, on les connaît, c'est multinational, et bien qu'elles mettent aussi la main à la poche. Vous voyez, ça aussi, c'est des revendications que nous voulons porter sur la question de l'assainissement. Nous avons pris un retard considérable qui est dû à l'incurie de l'État. Donc il faut qu'on soit offensif. Il y a besoin de 500 millions pour, conformément au schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SDAGE. Il nous faut 500 millions, mais il faut faire en sorte que l'État nous les donne, ou nous donne une partie pour atteindre les objectifs, parce que l'eau, c'est la vie. La question de l'eau, du traitement de l'eau, de la préservation de la ressource en eau nous paraît fondamentale. Donc il faut que l'État français répare ces incuries. Bon, sur la question, par exemple, de la priorité aux entreprises martiniquaises, il faudra apporter un certain nombre de revendications sur le plan fiscal. La question de la retraite des personnes âgées, qui est beaucoup trop faible. On retrouve des gens qui vivent avec 300 €. J'ai été surpris de voir que des personnes assez âgées continuaient à vendre au marché justement pour compléter leurs revenus. Il faudra exiger de l'État français que cette problématique du grand âge et notamment des ressources des personnes âgées soit prise en compte. Bref, vous avez une série de questions que nous ne pourrons pas régler au niveau de la collectivité territoriale de Martinique, mais qui pourront faire l'objet de revendications que nous pourrions porter, mais en s'appuyant sur une mobilisation des Martiniquaises et des Martiniquais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure.